Ok. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle activité de la SND. Cette formation en ligne a été mise sur pied conjointement par la commission scientifique et l'Académie de dentisterie digitale de la SND. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on vit actuellement un phénomène inédit dans notre histoire. Il nous faut donc nous adapter et revoir notre façon de vivre et pour nous surtout de travailler. En tant que dentiste, nous sommes une des professions les plus exposées de par notre proximité avec la sphère ORL quand on travaille en bouche. Alors, c'est pour cette raison qu'il nous est prescrit de ne soigner temporairement que des urgences avérées, et ceci en respectant des règles de protection très strictes. Depuis une semaine, Marc Nakar a relevé le défi de récolter toutes les informations disponibles et de nous faire une synthèse sur les recommandations pour la prise en charge des patients dans ce contexte nouveau. Alors, nous serons très nombreux ce soir, et pour nous, c'est une première. Donc, on va vous demander un tout petit peu d'indulgence si on a des petits soucis techniques. On va faire de notre mieux, mais on démarre, on commence comme vous. Si vous souhaitez poser des questions, il y a une zone de chat, de dialogue dans le bas de l'écran. Vous avez une petite bulle bleue que Marc vous indique vraisemblablement à l'écran. Vous cliquez sur la bulle et vous êtes loisible à ce moment-là d'inscrire une question dans la zone de dialogue. En fin d'activité, on va faire une petite synthèse des questions et on va essayer de répondre à un maximum de questions. On n'est pas sûr qu'on puisse répondre à tout le monde, donc on va faire vraiment notre possible pour faire une bonne synthèse et un bon échange. En terminant, il y aura aussi on vous demandera de répondre à un sondage de 2-3 questions pour pouvoir nous permettre d'évoluer pour la semaine prochaine et les semaines suivantes. Voilà Marc, maintenant je te laisse la parole. À toi. Merci Pierre. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, bienvenue sur cette nouvelle plateforme de la Société de médecine dentaire. Nous sommes réunis ce soir pour cette première édition des e-apéros de la Société de médecine dentaire que nous avons mis sur pied avec la Belgian Academy of Digital Dentistry pour la bonne raison que se prétendant des dentistes digitaux fans d'informatique, on s'était dit il serait alors temps de mettre sur pied une plateforme informatique pour pouvoir partager l'information avec la profession et nos membres. Sachez tout d'abord que nous nous battons 24 heures sur 24 pour vous défendre au mieux dans un contexte absolument surréaliste. Nous avons mis sur pied ces e-apéros afin que nous restions connectés et nous vous proposerons des réunions en ligne les jeudis à 18 heures et probablement plus souvent si la demande de votre part se fait ressentir. Personnellement, ce soir, même si ce sont des apéros, je serai à l'eau. Je vous laisse le choix de votre boisson parce qu'ensemble, nous soutenons nos soignants. Nous aborderons pendant ces e-apéros plusieurs sujets variés, mais ce soir, bien entendu, nous commencerons par le sujet d'actualité en vous rappelant les recommandations pour la prise en charge des patients durant la période de confinement Covid-19. Les mots recommandation et confinement sont importants dans ce sens que ce sont donc des recommandations. On ne vous oblige de rien faire, c'est vous qui, en votre âme et conscience, traiterez ou pas vos patients pendant cette période. Et ce sont des recommandations que nous vous faisons pour la période de confinement. On espère qu'elle se terminera le 19 avril. Le webinaire de ce soir est sponsorisé par Oral-B, que je remercie au passage, et c'est grâce à la technologie de Cisco et Webex qui nous offre la possibilité donc de partager avec vous ces webinaires qui auront lieu à partir d'aujourd'hui. Cette conférence, nous l'avons établie sur base de documents, sur base d'articles qui sont émanant de la revue donc Nature et de la revue. Elle a été élaborée principalement par la Défense nationale et je remercie au passage le lieutenant-colonel Philippe Marchal qui est Whittier. Il faut que tu restes près du micro, sinon on perd la voix. Merci. Donc, je remercie au passage Philippe Marchal, le lieutenant-colonel Philippe Marchal du service dentaire de la Défense pour avoir démarré cette initiative et ce travail de fond.
Et nous nous sommes basés aussi sur les recommandations de l'Université catholique de Louvain et de la European Center for Disease Prevention and Control. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, il y a eu un avant et un après SIDA dans les années 80, et il y aura plus que certainement un avant et un après Covid-19 dans les années 2020. Qui aurait pu imaginer il y a moins d'un mois que nous ayons à faire face dans l'urgence à un ennemi invisible et dont les risques sanitaires pour le personnel dentaire et leurs patients soient parmi les plus élevés. Nous, dentistes, sommes la profession la plus exposée au risque de contamination et de transmission du virus, de par les aérosols produits dans la plupart de nos soins, de par les contacts étroits entre personnes, la succession d'un nombre important de patients dans un espace confiné. Quels sont les enjeux de cette situation? La Société de médecine dentaire, dès le 12 mars, avait pris l'initiative de conseiller notamment la suspension de tous les soins non urgents. Les pays voisins ont suivi le pas. Au Luxembourg, par exemple, les dentistes sont totalement interdits de pratique par décret ministériel et des services de garde dentaire sont déployés dans le pays. Je salue à ce titre le travail de la Société de médecine dentaire pour avoir rapidement mis sur pied un tel service de garde en collaboration avec les chambres syndicales dentaires. Les premières études montrent que les voies de transmission du Covid-19 d'une personne à l'autre sont la toux, les éternuements, l'inhalation de gouttelettes, donc les aérosols, le contact avec les muqueuses buccales, nasales et oculaires, le contact direct et indirect avec des instruments ou des surfaces souillées par des fluides humains contaminés. Alors, les voies salivaires et orofécales sont également suspectées d'être une voie de transmission potentielle. Sachez que le virus reste actif jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable. Au-delà de notre devoir de prendre en charge les urgences dentaires avérées et de contribuer à la continuité des soins, ici je fais une petite parenthèse en ce sens que la continuité des soins est parfois mal perçue par certains d'entre nous. La continuité des soins, c'est assurer les urgences. Ça ne veut pas dire continuer les soins au cabinet pour les patients. Donc, que ce soit bien clair, la continuité des soins est un terme juridique, en Belgique en tout cas, qui précise bien qu'il faut pouvoir continuer à gérer les urgences majeures de nos patients. Notre responsabilité majeure est plus que jamais de minimiser tout risque de transmission du Covid-19 afin d'endiguer le pic de contamination et ainsi maintenir la capacité hospitalière du pays, préserver le personnel médical en première ligne et, in fine, sauver des vies. Conformément aux différents avis et recommandations internationaux émis par la communauté scientifique, les associations professionnelles dentaires et les partenaires tous azimuts recommandent d'urgence d'optimiser la prévention et le contrôle de l'infection par le Covid-19. Dans cette situation exceptionnelle, il nous est demandé de mettre de côté nos considérations personnelles, de respecter strictement ces mesures draconiennes et de faire preuve d'esprit de collégialité. Au cours des prochaines semaines, la vie de certains de nos concitoyens dépendra de notre professionnalisme. Alors, avant de prendre en charge vos patients dans nos cabinets, il faut pouvoir évaluer la capacité du cabinet dentaire à prendre des patients en charge. Tout d'abord, il faut vous assurer que l'ensemble de votre personnel est en bonne santé, vous compris, et ne présente pas de symptômes liés au Covid-19. Que vous ne fassiez pas partie d'une catégorie à risque au niveau de l'âge ou d'une infection ou d'une maladie chronique éventuelle. Il faut que vous disposiez de matériel de désinfection en suffisance. Le Covid-19, heureusement quelque part, est sensible à tous les désinfectants.
attention, la chlorhexidine, ce n'est pas confirmé, son efficacité n'est pas du tout confirmée. On y reviendra tout à l'heure. Bien entendu, nous attendons les tests, nous attendons les vaccins. Et tant qu'ils ne sont pas disponibles, nous devons prendre nos dispositions. Alors, nous devons disposer en suffisance de masques chirurgicaux pour les actes sans aérosol et des masques FFP2 et FFP3 pour tous les actes avec aérosol. Il nous faut des protections oculaires, lunettes de sécurité, lunettes à branches, masques chirurgicaux avec visière ou écran facial. L'œil est un moyen de pénétration dans le corps humain et les lunettes normales n'offrent pas de protection suffisante. Idéalement, il faudrait avoir recours à un respirateur full face, comme vous pouvez voir à l'écran, avec un filtre. Cependant, la disponibilité de tous ces matériaux ne sont pas disponibles sur le marché pour l'instant, vu la demande mondiale. Et donc, ceci nous rend quelque peu furieux. Mais dès que la situation commerciale mondiale sera rétablie, probablement nous aurons accès plus facilement aux masques, plus facilement à tout ce matériel, plus facilement à ces masques. Nous pourrons reprendre peut-être une activité normale. Sachez qu'il nous faut suffisamment de tabliers chirurgicaux jetables, de bonnets chirurgicaux, de protection à longue manche. Même chose ici, la disponibilité n'est pas optimale. Alors, voilà comment moi j'accueille mes urgences pour l'instant. Je mets un masque FFP2 pour l'instant pour tous les patients, puisque nous sommes tous probablement ou peut-être porteurs du Covid-19 avec ou sans symptômes. Donc, jusqu'à la fin du confinement et jusqu'à ce que les tests des vaccins, les tests en tout cas, soient disponibles, je me considère comme Covid-19 positif, comme c'était le cas dans le temps avec le sida, où j'estimais que tous mes patients étaient séropositifs pour prendre des mesures et des dispositions nécessaires au niveau de la désinfection et de la stérilisation des instruments. Je recouvre le masque FFP2 par un masque chirurgical. Je me fais d'une charlotte et d'une blouse à longue manche, de lunettes de protection. Heureusement, depuis hier, Decathlon a lancé une offre et propose de nous envoyer au personnel médical des masques de snorkeling qui peuvent faire effet d'écran, comme ceci. Et depuis hier, je jouis de ce genre de protection. Vous pouvez contacter Decathlon, ils vous répondent très gentiment par mail et en 2 jours, vous recevez, s'ils en ont encore en stock en tout cas, ce masque de snorkeling qui vous permet de vous protéger mieux contre les aérosols, contre les contaminations possibles venant des patients. Il faut aussi un nombre suffisant d'unités dentaires pour permettre un intervalle de 4 à 6 heures entre 2 patients dans la même zone de traitement. Attention aux box ouverts, parce qu'un box ouvert, ou comme dans les cliniques d'orthodontie où les cabinets sont les uns à côté des autres, dès qu'un aérosol sera émis, il diffusera dans toute la pièce. Donc, il faut être prudent à ce niveau-là et probablement modifier les séparations entre les cabinets. Il faut qu'un cabinet soit aérable, comme celui sur l'image en haut à gauche. Il faut que la fenêtre puisse s'ouvrir, que l'air puisse rentrer dans la pièce, qu'il y ait un roulement au niveau de l'air et que ce cabinet soit séparé par une porte, un autre cabinet éventuellement. Éteignez l'air conditionné, parce que l'air conditionné va faire bouillonner un peu l'aérosol. Donc, il faut éteindre l'air conditionné pendant cette période, lorsqu'on a réalisé des soins avec aérosol. Sachez qu'il existe ce genre d'instrument, c'est le Nocospray par exemple, il y en a un autre qui est fait par Sanis Suisse aussi, qui permet donc de désinfecter un volume de 20 mètres cubes à 300 mètres cubes, donc c'est l'équivalent d'un cabinet dentaire,
en 20 minutes, ce qui vous permet de voir des patients toutes les 20 minutes plutôt que de voir des patients toutes les 4 à 6 heures. Seulement, ceci représente un investissement conséquent et donc nos honoraires il y aurait un impact sur nos honoraires si on doit se mettre à de nouvelles normes. Mais en tout cas, ce genre de matériel existe et permet de désinfecter les volumes plus rapidement. Bien entendu, oui Pierre? Moi, je reviens ici. C'est intéressant qu'on fasse la différence entre l'aérosol et les gouttelettes que le patient émet quand il tousse ou quand il crachote. Ou alors, on va y revenir tout à l'heure puisqu'on va parler de l'instrumentation. Ok, ça va. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne que les gouttelettes du patient et l'aérosol sont deux choses différentes et que l'aérosol, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose de très, très dangereux pour le corona. On va y arriver et je propose que si ce n'est pas clair, tu as l'information. Alors, idéalement, il faudrait du personnel auxiliaire qualifié pour toutes les tâches de soutien. Idéalement, il faudrait une assistance au fauteuil avec un travail à 4 mains qui permet de diminuer le risque de contamination et une assistance logistique de soutien et de soutien administratif, un peu comme lorsqu'on pose des implants. Idéalement, il faut 6 mains. Mais quelle rentabilité pour soigner des urgences? Vous imaginez 3 personnes, 2 salariés plus le dentiste pour soigner 2 ou 3 urgences par jour. C'est un peu compliqué, mais bon, ça fait partie des recommandations. Pour pouvoir soigner vos patients, prenez votre température et faites votre propre auto-évaluation en début de chaque journée. Si votre température est supérieure à 37,5 degrés, ou si vous présentez des symptômes liés au Covid-19, du style mal de gorge, toux, problèmes respiratoires même légers, myalgie, fatigue, crachat, maux de tête, hémoptysie, diarrhée, perte de goût ou perte d'odorat, restez chez vous. Faites-vous remplacer ou dévier des patients. Contactez votre médecin par téléphone. Dans la négative, vous pouvez aller travailler, mais gardez toujours à l'esprit que vous pourriez être ou devenir vous-même porteur asymptomatique pendant plusieurs semaines, ce qui représente un risque permanent de contamination pour vos collègues et vos patients. Il est fortement conseillé de fermer temporairement le cabinet dentaire si votre infrastructure ne vous permet pas de travailler dans des conditions de sécurité maximales. Il vous est également conseillé de tout mettre en œuvre pour corriger des éventuelles défaillances et rendre le cabinet apte à recevoir des patients dans les plus brefs délais. Si votre cabinet doit être maintenu fermé, il est de votre devoir de mettre en place une solution fonctionnelle pour rester joignable par téléphone, rassurer les patients, les conseiller, leur prescrire des médicaments et, le cas échéant, les rediriger vers un autre service dentaire capable de les recevoir. Alors, les recommandations générales au sein du cabinet dentaire: afficher des instructions Covid-19 en salle d'attente et dans les endroits stratégiques, appliquer à tout moment les consignes générales de sécurité données à la population, à savoir garder une distance de 1,5 m, ne pas serrer de main, ne pas se toucher le visage ou utiliser de mouchoirs. Afficher la technique de lavage des mains dans la salle d'attente ainsi que dans l'espace prévu à cet effet. Porter une attention particulière à l'hygiène des mains, des avant-bras, du visage. Lavez-vous au savon, puis désinfectez-les avec un gel hydroalcoolique avant et après tout contact avec le patient. Les équipements ou des surfaces potentielles contaminées et avant de mettre et après avoir retiré les protections, y compris les gants. Donc, touchez le moins de surface possible à tout moment. Condamnez temporairement les espaces non essentiels. Et mettez temporairement les meubles de côté et objets non essentiels que le patient pourrait toucher dans les espaces communs, c'est-à-dire les plantes, les chaises, les magazines, les présentoirs. Il faut
il faut au maximum, je vais revenir ici, il faut au maximum maintenir les surfaces libres et dégagées pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Les salles d'attente, vous laissez éventuellement une chaise ou même pas de chaise pour que le patient reste debout puisque vous ne prendrez qu'un seul patient à la fois. Le cabinet dentaire, vous enlevez tout ce qui est superflu, vous laissez tous les espaces et tous les plans de travail le plus libre possible afin de pouvoir les désinfecter au mieux. Après chaque traitement par aérosol ou chaque fois qu'il présente des signes visibles de souillure, vous devez changer vos vêtements. Il faut donc porter les vêtements de travail appropriés, les remplacer quotidiennement et à chaque fois donc qu'on a employé des aérosols et des équipements souillés. Donc l'hygiène des mains, j'en ai parlé. Porter à tout moment un masque chirurgical bien ajusté toute la journée. Une paire de lunettes de protection, idéalement avec des écrans latéraux. Des couvre-chaussures, sinon désinfectez vos chaussures avant de rentrer chez vous. Suivez les recommandations générales du WICARE. Pour le masque, il faudrait peut-être préciser, Marc, qu'un masque, ça ne se met pas n'importe comment. Il y a une façon. On va le voir tout à l'heure. Ah, tu l'expliques plus tard. Je l'explique peut-être plus tard, mais sinon peut-être en fin de conférence, on peut passer un petit film ou quelque chose. Ça va, ça marche. Donc, un masque chirurgical bien ajusté toute la journée. Suivez les recommandations générales du Conseil de la santé en matière de maîtrise des infections en médecine dentaire. 85 pages, c'est bien fichu, tout est expliqué. Si vous voulez, on vous enverra le lien. C'est un lien sur Health Belgium et c'est très clair. Vous lisez ça à votre aise. Normalement, chacun d'entre vous devrait déjà l'avoir lu. Suivez aussi les recommandations de l'ECDC, c'est-à-dire le European Center for Disease Prevention and Control, qui vous explique exactement comment mettre et enlever un masque et les vêtements appropriés. Donc, comment mettre la robe, comment positionner le masque sans le souiller, comment l'ajuster, de même que pour les gants, que ce soit le masque FFP2 ou le masque chirurgical, comment mettre ses lunettes, comment les enlever et comment retirer tout ce matériel. Tout ça est très clairement expliqué. Ça ne sert à rien que je vous l'explique. C'est une brochure que vous pouvez télécharger et lire à votre aise. Ce qui est important aussi, c'est comment jeter ce matériel, comment s'en débarrasser. Donc tout ceci est bien expliqué. Évitez de toucher les masques et changez-les lorsque nécessaire. Un masque humide perd de son efficacité et ne protège pas suffisamment. Pour les messieurs, réduisez la barbe qui rend le masque inefficace et organisez une rotation des poses des membres du personnel lorsqu'ils doivent enlever leur masque, par exemple lors des repas. Nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces fréquemment touchées. Cela comprend, entre autres, les tables, les poignées de porte, les interrupteurs, les comptoirs, les accoudoirs, les bureaux, les téléphones, les claviers, les souris, les toilettes, bien entendu, les robinets et les éviers, les terminaux de paiement. Pensez aux cotons-tiges dans les terminaux de paiement. Offrez un coton-tige à votre patient pour qu'il fasse le code. Ainsi, il ne se contaminera pas lui-même et il ne contaminera pas le clavier. Évitez le cache, bien entendu. Dégagez les magazines. Si les surfaces sont sales, nettoyez-les préalablement avec un détergent ou de l'eau savonneuse avant de les désinfecter. N'occupez les zones de traitement que lorsque c'est indispensable. Et bien entendu, évitez les bavardages superflus entre vous, avec les patients, entre collègues, même masqués. Dans les zones de travail, enlevez le maximum de matériel non essentiel et maintenez les surfaces libres pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
Un assistant propre préparera le matériel nécessaire au début de traitement pour éviter un retour inutile dans les tiroirs. Alors, le protocole de prise en charge des patients. Tout doit être mis en œuvre pour garantir un accès au triage et au conseil dentaire d'urgence par toute voie de communication possible. On y reviendra tout de suite. Les patients ne doivent être reçus au cabinet dentaire que s'ils souffrent d'un traumatisme nécessitant une prise en charge urgente ou si leur problème dentaire ne peut être contrôlé par des médicaments ou par des conseils d'auto-assistance. Toutes les procédures de routine non essentielles doivent être refusées. Soyez stricts. Alors, sont uniquement considérées comme essentielles et peuvent être reçues, et puis on verra les détails après, les urgences qui requièrent un acte technique du praticien, non contrôlable par des moyens médicamenteux. Les douleurs intenses, les infections graves, les hémorragies, les traumatismes dentaires nécessitant une intervention immédiate pour prévenir des complications. Quelles sont les urgences dentaires? Alors, dans les urgences dentaires, vous le savez, vous avez des urgences médicales d'origine bucco-dentaire. Elles peuvent mettre la vie en danger et nécessitent un traitement immédiat. Probablement en milieu hospitalier, car la complexité de ces affections peuvent dépasser la capacité de la plupart des cabinets dentaires que nous connaissons. Il s'agit des saignements que le patient n'est pas en mesure de contrôler par des mesures d'auto-assistance, des cellulites, phlegmons ou infections bactériennes diffuses des tissus mous avec un gonflement intraoral ou extraoral qui pourrait potentiellement compromettre les voies respiratoires du patient. Les infections dentaires qui pourraient provoquer une maladie systémique aiguë ou une augmentation de la température. Une infection aiguë qui pourrait aggraver les maladies. Une infection aiguë qui pourrait aggraver des maladies systémiques telles le diabète par exemple. Et bien entendu, les traumatismes dento-alvéolaires pouvant compromettre les voies respiratoires du patient. Il y a aussi des affections dentaires urgentes. Elles ne mettent pas la vie en danger, mais néanmoins, elles nécessitent un traitement immédiat pour réduire la probabilité de détérioration. Les affections doivent être traitées de manière aussi peu invasive que possible, étant entendu que le traitement définitif sera reporté après la période de confinement. Il s'agit des douleurs dentaires dues à une inflammation pulpaire, à une carie dentaire, à une restauration défectueuse ou à la perte d'une restauration. Un abcès, une infection diffuse ou localisée provoquant une douleur ou un gonflement qui n'est pas jugulé par les médicaments. Une ostéoïdite alvéolaire. Une fracture dentaire provoquant une douleur ou une lésion des tissus mous empêchant le patient de se nourrir normalement pendant cette période. Un traumatisme, y compris des lésions dento-alvéolaires et des lacérations. Les péricoronarites, au niveau des dents de sagesse, qui peuvent être très douloureuses, peuvent lier vers des infections importantes. Des trismus intenses. Les tissus nécessitant une biopsie. Les prothèses éventuellement qui coupent et qui pourraient entraîner des lésions de la langue qui empêchent le patient d'évoluer normalement et de pouvoir se nourrir. Ça fait partie des urgences éventuellement. Donc, il faut procéder au triage téléphonique. Comme je l'ai dit, utiliser les technologies actuelles. La télémédecine, ça existe maintenant. Vous avez toutes sortes avec WhatsApp, le téléphone portable. Nous pouvons avoir accès à nos patients à distance. Je vous rappelle qu'il y a moyen aussi de faire des prescriptions via Paris, par voie électronique. Assurez-vous de la nature de l'urgence quand vous avez votre patient en communication. Assurez-vous donc de la nature de cette urgence pour confirmer la nécessité d'un rendez-vous au cabinet dentaire. Recueillez les antécédents du patient, faites une anamnèse aussi précise que possible et effectuez l'analyse des risques pour le patient. Refusez tout patient qui n'a pas encore reçu de médication. Mais il faut être très clair dans les instructions pour la prise des médicaments.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons prescrire en priorité du paracétamol si le patient, bien entendu, n'a pas d'allergie à ce genre de médicaments. On peut prescrire des antibiotiques. Il faut éviter l'ibuprofène. Les INS sont à éviter chez les patients susceptibles d'être affectés par le Covid-19, c'est-à-dire pendant la période de confinement et tant qu'on n'aura pas de test, pratiquement tout le monde. Il n'y a pas encore de preuves scientifiques, mais l'ibuprofène pourrait augmenter l'expression de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, considérée comme le récepteur et la porte d'entrée du virus chez l'hôte. Donc, le paracétamol est préféré. Il faut éviter le tradonal et le tramadol, qui sont contre-indiqués en cas de problème respiratoire, en cas de grossesse ou d'allaitement, en cas de prise d'antidépresseurs ou inhibiteurs de la MAO et en cas d'épilepsie. Les antibiotiques, ça n'aide peut-être pas à soigner une pulpite, mais ça peut prévenir l'abcès et ça peut juguler certaines infections. Donc, pas d'ibuprofène, pas de tramadol et non plus pas de cortisone. L'immunosuppression est un facteur de risque de progression grave de la maladie en cas d'infection par le Covid-19. La corticothérapie orale est considérée comme immunosuppressive si elle est donnée à des zones importantes, si elle est donnée à des doses importantes et prise pendant plus de 14 jours. Donc, attention à ces médicaments. Pour l'instant, nous vous recommandons de vous limiter dans les prescriptions. Comme je l'ai dit, une prescription électronique peut être générée par la plupart des logiciels dentaires et en son absence, par l'application en ligne Paris, vous pouvez envoyer le code RID de la prescription au patient par voie électronique, par WhatsApp ou par mail, et il pourra donner à la pharmacie le numéro de sa prescription. Pour les patients suspects ou Covid positifs, proposez-leur de ne pas se rendre personnellement à la pharmacie, mais d'y envoyer un proche. Si maintenant le patient doit se rendre au cabinet dentaire, expliquez-lui au préalable les mesures exceptionnelles qui seront appliquées dès son arrivée pour sa propre sécurité et celle du personnel dentaire. Demandez au patient de venir seul ou faites attendre l'accompagnant à l'extérieur. Alors, la prise en charge du patient. Utilisez des équipements de protection individuelle de manière rationnelle pour éviter la consommation injustifiée d'articles en quantité limitée dont le réapprovisionnement est incertain, comme vous le savez. Veillez tout particulièrement à ce que les masques FFP2 et FFP3 soient réservés aux procédures génératrices d'aérosols. Travaillez uniquement sur rendez-vous et organisez votre emploi du temps de manière à n'avoir qu'un seul patient à la fois dans l'établissement dentaire. Espacez les rendez-vous, faites attendre les patients dans leur véhicule et appelez-les lorsque c'est à leur tour. Dans la négative, veillez à maintenir une distance de 2 mètres entre les patients. Invitez-les à rester dehors en attendant d'être appelés. Demandez au patient de vous appeler au téléphone dès son arrivée pour lui expliquer les procédures locales. Par exemple, prendre un ascenseur, ne pas faire attention à ce qu'il va toucher en arrivant chez vous. Demandez au patient d'éviter tout contact inutile avec le personnel, le mobilier, les poignées de porte, etc. Évitez les discussions inutiles avec le patient, bien entendu. Alors, l'analyse du risque des patients susceptibles Covid-19 qui arriveraient au cabinet. Prenez la température du patient. L'utilisation d'un thermomètre frontal sans contact est fortement recommandée. Répétez le questionnaire utilisé lors du triage téléphonique pour dépister les patients potentiellement infectés par le Covid-19 avant qu'ils n'entrent dans le cabinet dentaire. Le questionnaire est le suivant. Avez-vous de la fièvre ou avez-vous eu de la fièvre au cours des 14 derniers jours? Avez-vous eu des problèmes respiratoires tels que des maux de gorge, une toux, un essoufflement, une difficulté à respirer au cours des 14 derniers jours?
Avez-vous voyagé dans une région où la transmission du Covid-19 est documentée au cours des 14 derniers jours? Bien que depuis qu'on est confiné depuis plus de 14 jours, cette question n'est plus trop d'actualité, mais on ne sait jamais. Avez-vous été en contact avec un patient ayant une infection confirmée par le Covid-19 au cours des 14 derniers jours? Avez-vous été en contact avec des personnes provenant d'une zone où la transmission du Covid-19 est documentée, ou avec des personnes ayant récemment déclaré de la fièvre ou des problèmes respiratoires au cours des 14 derniers jours? Avez-vous récemment participé à un rassemblement ou à des réunions, ou avez-vous été en contact étroit avec de nombreuses personnes que vous ne connaissez pas? Et enfin, avez-vous eu une perte de goût ou d'odorat? La gueusie et l'anosmie sont des symptômes du Covid-19 aussi. Prenez la température du patient, idéalement avec donc un thermomètre frontal, et parcourez donc le questionnaire. Si le patient, donc, en fait, si votre patient a plus de 37 degrés et demi, il est déconseillé de le traiter sauf urgence manifeste, et plutôt qu'il contacte son médecin et qu'il aille dans un service hospitalier. Si il a moins de 37,5 mais qu'il a répondu oui à une des questions, c'est la même chose, il faut éviter le traitement au maximum. S'il a répondu non et qu'il a plus de 37,5 degrés de température, il faut éviter le traitement et qu'il contacte son médecin. Si par contre il a répondu non à toutes les questions et qu'il a moins de 37,5 de température, le traitement peut avoir lieu suivant le protocole que nous verrons pendant la période de confinement, puisque nous sommes tous porteurs potentiels. Donc, si le patient est éligible aux soins, demandez-lui de se laver les mains, de se laver les avant-bras et le visage dans une zone réservée à cet effet avec de l'eau et du savon pendant au moins 40 secondes. Un savon désinfectant est préférable. Des serviettes de table et une poubelle pour déchets médicaux doivent être à disposition. Demandez-lui de se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. La pompe doit être désinfectée après chaque utilisation. Demandez-lui d'effectuer un bain de bouche pendant 2 minutes avec une solution de peroxyde d'hydrogène à 1%. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 3%. J'en ai discuté avec Philippe Marchand tout à l'heure. En paro, par exemple, on fait des solutions à 3%, donc je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 3%. Le povidone iodé, c'est-à-dire isobétaline à 0,8%, fonctionne. Attention, il ne faut pas les mélanger, les deux produits. Et sachez que la chlorhexidine ne détruit pas le virus de manière efficace. Donc, vous pouvez faire un bain de bouche à la chlorhexidine après avoir fait un bain de bouche au peroxyde d'hydrogène, mais pas la chlorhexidine seule. Fournissez au patient un masque facial qu'il n'enlèvera qu'au moment du traitement et qu'il remettra une fois le traitement terminé. Essayez de limiter les temps d'attente pour permettre au patient de rester debout dans la salle d'attente. Demandez-lui de laisser ses effets personnels dans la salle d'attente. Alors, dans les cas où vous avez plusieurs assistants, un premier assistant guide le patient tout en gardant une certaine distance. Il ouvre les portes pour lui permettre de se déplacer avec un contact minimum avec les surfaces et les objets. Donc, le premier assistant reste dans la zone de traitement et un second assistant est vivement recommandé pour réduire les risques de contamination croisée dans le travail à 4 mains. Marc, Oui. tes feuilles sont dans le micro. Pardon? Il y a un problème de micro, tu as des feuilles devant le micro ou un truc comme ça, mais on ne t'entendait pas. Tu m'entends là? Je dois répéter quelque chose? Non, c'est parfait, oui, merci. Je dois répéter? Peut-être parce que les dernières phrases étaient difficilement audibles. Donc, j'ai dit qu'il fallait fournir au patient un masque chirurgical qu'il n'enlèvera qu'au moment du soin et le remettra une fois celui-ci terminé, comme il est écrit sur l'écran. Et de lui demander de laisser ses effets personnels dans la salle d'attente. Qu'un assistant, si vous avez un ou deux assistants ou assistantes, puisse guider le patient tout en gardant une distance de 2 mètres et qu'il ouvre les portes en lui permettant de se déplacer avec un contact minimum avec les surfaces et les objets.
Le premier assistant, bien entendu, restera le moins possible dans la zone de soins et le deuxième assistant viendra épauler le dentiste afin d'effectuer un travail à quatre mains qui diminue les risques de contamination. Alors, le déroulement des soins, de nouveau, vous répétez l'anamnèse avant le début du soin, vous limitez les discussions avec le patient afin d'éviter les contacts inutiles et vous vous lavez les mains avec du savon et vous les désinfectez au gel hydroalcoolique. Vous vous habillez en conséquence et procédez à l'examen préliminaire en évitant au maximum tout contact direct avec le patient. Sonde, miroir, presselle. Minimisez l'utilisation de la seringue RO qui génère des aérosols. Préférez plutôt des pellettes de coton en conjonction avec l'aspiration à haut débit pour sécher une zone, par exemple. En cas de nécessité de radiographie, il est préférable d'opter pour l'orthopontomogramme car la radiographie rétro-alvéolaire, elle baigne dans la salive et donc augmente les risques de contamination et de transmission. Alors, si la procédure est susceptible de générer un aérosol, j'en viens à la question que tu posais tout à l'heure. Les aérosols, c'est ce que nous fabriquons avec nos turbines, avec nos détartreurs ultrasoniques et soniques, avec les contre-angles lorsqu'ils sont générés avec de l'air et de l'eau. Si l'intervention prévue est susceptible de générer un aérosol, équipez-vous et votre personnel de masques FFP2 ou FFP3, de gants, d'une blouse à manches longues, d'un écran facial et de tout l'équipement de protection possible que vous pouvez imaginer, en plus des protections habituelles. Alors ici, c'est important, on voit souvent des masques en rue, FFP2 et autres, avec des filtres. Ces filtres sont équipés d'une valve constituée d'une simple membrane qui libère l'air expiré sans filtration, rendant le masque complètement inutile dans le sens personnel patient. C'est pour cela qu'il est recommandé d'utiliser des masques FFP sans valve. Dans la négative, vous devez le couvrir avec un masque chirurgical, qui sera bien entendu jeté après chaque traitement générant un aérosol. Une fois que la procédure a été définie, l'assistant au fauteuil, s'il y en a un, prépare tout le matériel et les produits nécessaires afin de ne pas retourner dans les tiroirs en cours de traitement. C'est là que je vous rappelle qu'une précède de transfert doit être prévue pour chaque patient. Son extrémité reste immergée dans un désinfectant actif contre le Covid-19. Il est utile d'utiliser cette pince pour éviter tout contact digital si vous n'avez pas d'autre choix que de retourner dans un tiroir. Bien entendu, utilisez autant que possible la digue dentaire en combinaison avec l'aspiration chirurgicale à haut débit. Ceci diminue le risque d'aérosol et de propension des gouttelettes, cette fois, qui viendraient de la cavité buccale. Je voulais séparer les aérosols et ce qui vient de la cavité buccale, Pierre. Et tout ce qui sortira de la cavité buccale sera infecté par le patient. Les aérosols, c'est ce qu'on va générer par nos fraisages et autres. Donc, minimiser autant que possible l'utilisation d'instruments générateurs d'aérosols, c'est-à-dire les instruments rotatifs, les ultrasons, les seringues RO. Comme je l'ai dit déjà, préférez l'utilisation de pellettes d'ouate en combinaison avec une aspiration à haut débit pour sécher une zone si nécessaire. Si maintenant un fraisage est nécessaire, préférez l'utilisation d'un micromoteur avec une pièce à main rouge ou bleue au lieu d'une turbine à air qui génère beaucoup plus d'aérosols. En utilisant uniquement un refroidissement à eau et en coupant l'alimentation d'air. Apparemment, c'est possible. En l'absence de masque FFP, la curette pour carie reste également une option. Comme je l'ai dit, l'utilisation de la digue dentaire en combinaison avec l'aspiration à haut débit est très recommandée. Alors, donc,
Si des points de suture sont nécessaires, il est préférable bien sûr d'utiliser un filet résorbateur pour que le patient ne revienne pas. Une obturation temporaire doit être préférée à chaque fois que l'obturation définitive qui doit être reportée après la période de confinement. Et avant que le patient ne s'en aille, demandez-lui de se laver, de se désinfecter les mains à nouveau avant de quitter l'établissement dentaire. Après le départ du patient, les déchets biologiques ainsi que les déchets à usage unique, y compris les équipements de protection jetables, doivent être considérés comme contaminés et manipulés comme des déchets dangereux. Ils doivent être emballés hermétiquement dans une poubelle pour déchets médicaux et éliminés conformément au protocole en vigueur, peut-être déjà installé dans votre établissement ou pas. Ça veut dire qu'il faudra des poubelles médicales. Les instruments et les articles réutilisables doivent être pré-traités, nettoyés, stérilisés et reconditionnés conformément au protocole de désinfection et de stérilisation des instruments dentaires que vous connaissez et que vous faites tous les jours. Pour cela, vous avez la brochure de bonnes pratiques en matière de stérilisation des dispositifs médicaux. Désinfecter soigneusement la zone de traitement et toutes les zones fréquentées par le patient avec des produits virucides spécifiques dans le strict respect des instructions du fabricant. Tous les désinfectants de surface à usage dentaire sont efficaces. Le Détol est un dégraissant et le plus efficace contre le virus. Il faut savoir que les aérosols produits sont susceptibles de contaminer les surfaces jusqu'à 6 heures en conditions expérimentales. Il est donc recommandé de désinfecter les surfaces immédiatement après le traitement, mais aussi une seconde fois après un minimum de 6 heures. Si vous ne disposez pas de désinfectant en suffisance, il est préférable d'attendre alors 6 heures avant de procéder à une désinfection unique. Portez une attention particulière aux surfaces exposées aux aérosols et à tous les objets qui ont été ou seront potentiellement touchés, comme on l'a vu tout à l'heure. Les unités dentaires, les poignées de porte, les cônes et les bras des rayons X, les chaises, les écrans tactiles, les claviers, les souris, les poignées, les tiroirs, les armoires, les terminaux de paiement, et j'en passe. La ventilation des zones de traitement entre chaque patient permet de réduire le temps d'attente entre les. Attention, la ventilation. La ventilation acceptable. La seule ventilation acceptable est d'évacuer l'air de la zone de traitement vers l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire que toute ventilation qui évacue l'air vers une autre pièce pourrait être nocive pour les tiers présents dans le bâtiment et doit être arrêtée immédiatement. Certains bâtiments sont équipés de systèmes qui brassent l'air en permanence, double flux, ERCO. Il faut les désactiver et se renseigner auprès d'installateurs pour analyser le risque de propagation propre à chaque installation. Toutes les zones dans lesquelles un aérosol a été généré et qui ne peut être correctement ventilé doit être rendu inaccessible pendant au moins 6 heures. Temps de survie du Covid-19 dans l'aérosol en conditions expérimentales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe ce genre de produit. Je pense que si le Covid-19 se maintiendra plus longtemps que prévu, il faudra qu'on y passe afin de pouvoir assurer des traitements plus rapprochés entre les patients. Si les tiroirs ont été ouverts pendant une procédure de génération d'aérosols, le contenu doit être complètement désinfecté. Bien entendu, changez, jetez les vêtements de protection si vous avez généré un aérosol. Suivez les recommandations que vous connaissez en matière de bonnes pratiques de stérilisation et de dispositifs médicaux que vous trouvez sur le site de la santé publique et procédez aussi à l'enlèvement de contenu comme il est recommandé dans la brochure de l'ECDC. En fin de journée, il est fortement recommandé de prendre une douche avant de quitter le lieu de travail ou directement quand vous arrivez chez vous. Alors, il y a tous les organigrammes par rapport au choix des traitements. Ça, je vous laisse à votre bonne évaluation. Saint-Luc nous a préparé des fiches techniques que vous avez reçues via des emails de la société
médecine dentaire qui est bien fichu, qui est simple à comprendre et dans lequel vous avez l'organigramme et l'arbre décisionnel par rapport au traitement que nous pouvons effectuer avec le moindre risque possible. Tout ça, je vous laisse à votre bon jugement. Donc, j'en ai fini pour l'intervention. Je vais remercier, bien entendu, le lieutenant-colonel Philippe Marchal de nous avoir aidé dans l'élaboration de cet exposé. Bien entendu, toute la Société de médecine dentaire, tous les actifs, Michel Lebrise, Olivier Custers, Patrick Bogart, San Wettendorf, les filles du Sud qui ont eu l'initiative de mettre le service d'urgence sur pied, Justine Jossard, Isabelle Stefanescu, Charlotte Delorme, Julie Baudy, Pierre Delmed, Olivier Dumortier, Grégoire, Brigitte Fontaine, Sylvie Tastenoy et tous les responsables actifs de la Société de médecine dentaire, des chambres syndicales, Louvain, l'UCL et tous ceux que j'oublie et qu'ils me pardonnent. Le service de garde Covid-free existe. Voilà, soutenons nos soignants. Je vous ai mis ici les téléphones de nos sponsors qui s'ennuient chez eux et qui aimeraient que vous les appeliez. N'hésitez pas à les appeler, ils ont plein de choses à vous dire. Et je pense que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Pierre, je te laisse dire un petit mot avant de passer aux questions sur jeudi prochain. Oui, et moi, je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions avec Pierre, avec Olivier et peut-être si on peut donner la parole à Philippe Marchal qui, je pense, est présent ce soir. Olivier, il pourra répondre aux questions. Merci à tous de votre Ton exposé. Voilà, c'était très long, très clair, très complet. Maintenant, avant de passer aux questions-réponses, je voudrais bien faire l'annonce pour la semaine prochaine. Donc, même place, même heure, jeudi prochain, le 9 avril à 18h. Kenton Kaiser va nous expliquer comment on vit une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans précédent, avec beaucoup de stress, et comment éliminer toute cette tension qui s'accumule en nous et dégager un esprit positif. Eh bien, il va nous proposer il va nous proposer une séance d'hypnose d'une addiction en direct pour nous permettre d'avoir accès à nos ressources naturelles personnelles et de pouvoir nous débarrasser partiellement de ce stress. Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui connaissent Kenton, c'est un habitué, un orateur habitué de la SLD, et chaque fois, ces séances d'hypnose en direct comme ça ces cours sont toujours vraiment un réconfort et un plus pour tous les participants. Donc ça, je vous recommande chaudement de participer à cette séance la semaine prochaine. Vous verrez, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres ressources. Maintenant, pour les questions-réponses, Marc, voilà, j'ai quelques questions ici, notamment sur les masques. Sur les masques FFP2, comment se fournir, comment fait-on si on n'en a pas? Alors, donc, je pense qu'au niveau fourniture, moi personnellement, j'ai pu en avoir en les commandant chez DPI. Finalement, j'en ai eu, je pense, vendredi. Donc, il y a une semaine, j'en ai reçu 60 au compte-gouttes, mais avec 60, je peux tenir facilement les 30 jours qui viennent. alors moi, je peux confirmer qu'encore aujourd'hui, j'ai téléphone à divers endroits. Ils sont promis, mais ils sont... Voilà, on m'a promis dans les jours qui viennent que j'en aurai, mais là, pour le moment, je n'ai pas de FFP2. Je pense qu'il faut être patient. Ils arrivent. Donc, moi, comme j'en avais commandé en début de crise, ben, j'ai été probablement parmi les premiers fournis, mais il ne faut pas hésiter à commander. Ce que vous commanderez, vous l'aurez de toute façon. Après, comme on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, je pense qu'il vaut mieux se prémunir. Et donc, faites une commande et attendez que ça arrive. Maintenant, il y avait aussi dans un data info, on avait mis la possibilité de commander directement via le... Napsim. Non, via le site officiel de la... Bon, je ne suis pas plus capable de le dire parce que je l'ai fait, mais c'était dans un info dentiste d'hier, un data info d'hier. Et bon, je pense que tout le monde peut tenter sa chance et passer une commande là-bas aussi. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Mais
pense que petit à petit, on va avoir des fournitures. Ça paraît assez évident. Maintenant, il y avait aussi une question par rapport au masque Décathlon. Oui. Parce Donc, qu'il y a un des participants qui demandait, c'est très bien ce masque, mais comment filtrer l'air, puisque de toute façon… exactement, bonne question, j'ai un peu passé ça vite. Effectivement, en fait, je pense que Decathlon, je vais le recevoir aujourd'hui ou demain. Le masque que vous avez vu, c'est un masque dans lequel j'ai mis un filtre à café aux deux sorties. Et le masque Decathlon, il sera fourni avec un filtre qui a été développé par la VUB. Donc, il sera beaucoup plus sûr. Et voilà, envoyez-leur votre demande, ils devraient pouvoir vous répondre tant qu'ils ont du stock. Mais il sera fourni avec un filtre adéquat. Jusque-là, moi, je travaille avec un filtre, enfin, je l'ai utilisé qu'aujourd'hui, hein, avec un filtre à café que je découpe, que je mets que je bloque dans Marc, dans le tuba. il y a moyen d'adapter une petite pièce qui vient, qu'on peut imprimer en 3D. Donc, je sais que tu as une imprimante, il y a moyen d'imprimer une petite pièce qui vient s'emboîter sur le masque pour mettre un petit filtre dedans. Voilà. Donc, On va faire ça. En tout cas, il y a beaucoup de solidarité de la part de firmes, il y a beaucoup de solidarité de la part des patients. Tu parlais des masques, Pierre. Moi, j'ai plusieurs patients qui m'ont proposé de m'offrir des masques parce qu'à un moment, je n'avais pas de masque. Il faut savoir, il y a un marché noir du masque. Je ne sais pas où ni comment parce que je n'ai pas été sollicité pour ça. Mais j'ai beaucoup de patients qui ont des masques. Et je ne sais pas comment ils les ont eu. Ils ont des masques FFP2, FFP3. Il y a apparemment un marché. Et je ne sais pas comment ils les ont eu, mais j'ai beaucoup de patients qui m'ont proposé « Ah, mais si vous voulez me soigner, je peux vous donner un masque. » Donc il faut savoir que le masque FFP2, FFP3, c'est disponible dans certains magasins, enfin c'était disponible dans certains magasins de bricolage, parce que ce sont des masques que l'on emploie pour la peinture, pour tout ce qui fait, et notamment les prothésistes emploient aussi les masques FFP2 quand ils travaillent au labo. Moi, j'en avais au cabinet d'avant, de par le laboratoire de prothèses. Ce sont toutes des sources d'approvisionnement parallèles qui existent, mais du côté des dépôts, là, d'abord, ce n'était pas très fréquent, et c'est vrai qu'en avoir maintenant, c'est excessivement difficile, mais comme tu disais, il faut tenter sa chance partout, et petit à petit, il y a des choses qui arriveront, hein, ça c'est certain. Mais par rapport au masque chirurgical, moi j'aurais voulu peut-être qu'on parle un petit peu de la mise en place du masque, parce que je vois beaucoup de gens qui ont des masques qui les mettent un peu n'importe comment. Je pense qu'un masque, il faut savoir qu'il y a un sens pour le mettre. Il y a la face externe qui est hydrofuge, et donc il faut toujours la mettre à l'extérieur. Quand vous la mettez, il faut toujours bien pincer au niveau du nez pour être sûr d'avoir la zone la plus étanche possible, et bien ouvrir le masque pour qu'il vienne en dessous du menton. Donc, les volets qui se dépilent doivent toujours être vers le bas, le sigle toujours à l'extérieur, et toujours faire en sorte de bien couvrir au maximum le nez, la bouche, et fermer sur les côtés. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du port du masque chirurgical, surtout dans les conditions où on travaille pour le moment. Un masque qu'on retrouve comme ça sur le menton pendant une demi-heure, ça, c'est pas intéressant, parce qu'on contamine et il est tout à fait inutilisable. Maintenant, par rapport à la question, on a une autre question. Quelqu'un nous demande ne pas prescrire d'anti-inflammatoire, ne pas prescrire de Nurofen, ibuprofène, etc. Il y a une question sur le tafalgan codéine. Est-ce que toi, Le tafalgan codéine, c'est du paracétamol et de la codéine. Oui. Personnellement, je ne peux pas répondre plus avant. Ce n'est pas un anti-inflammatoire INS, ni un immunosuppresseur, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le prescrire. Mais peut-être que bon, la codéine, c'est classé parmi les morphiniques. Je ne sais pas si ça peut jouer un rôle sur je n'ai pas la réponse. L'inflammation. Je pense que, personnellement, je ne suis pas capable de répondre avec certitude. Donc, moi, personnellement, je donnerais de tafalgan pur, mais… Olivier, tu peux donner la parole à Philippe Marchal? Il a quelque chose à dire?
un petit instant. Alors. Olivier, il y a une question, je vois, qui est combien de temps on peut porter un masque FFP2? C'est 4 heures normalement, 4 à 8 heures. Donc si vous n'y touchez pas, vous pouvez le garder toute la journée, mais c'est 8 heures maximum, je pense. C'est 8 heures maximum, oui. Et alors, il y a aussi une question sur la possibilité de décontaminer, de stériliser des masques FFP2. Parce qu'effectivement, il y a des études qui ont été menées récemment. Il semblerait que avec une stérilisation à sec et à chaud, on puisse décontaminer certains masques FFP2. 55 degrés. J'en sais pas plus non plus. Donc à 55 degrés, effectivement, on peut stériliser les masques FFP2. Vous les mettez dans un four à 55 degrés, quel qu'il soit. En tout cas pour le virus Covid. Hein. On pourrait faire chez soi, quoi. Exactement, tu les mets dans un four. Voilà. Donc, Philippe Marchal a la parole. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, cher Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, pour revenir sur le dafalgan-codéine, quel est réellement l'intérêt de passer au dafalgan-codéine? Moi, personnellement, je pense effectivement que le dafalgan suffit. Bon, la prescription reste libre pour chacun. À partir du moment où il n'y a pas de contre-indication ni pour l'un ni pour l'autre, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, je ne vois pas forcément l'intérêt de rajouter la codéine, d'autant plus qu'on sait que certains patients ont tendance à utiliser ça de façon un petit peu abusive. Donc, quand ce n'est pas absolument nécessaire, personnellement, je l'évite. Merci. Alors, Marc, il y avait encore une question sur le nouveau codinami de consultation en ligne. Oui. Bon, là, à ma connaissance, le texte n'est pas encore paru au moniteur, donc on est encore un tout petit peu dans le vague. Je ne sais pas si toi, tu as des... J'ai la même info qu'on a eu hier de par le dernier Dental Info. Donc, il y a un code dynamique qui est... donner la parole à Patrick. Ou à Patrick, oui, ou à Michel De Vries. Je vais voir un petit instant. Juste pour qu'on ait une information fraîche. Ça serait sympa pour les participants. On cherche, hein. Restez en ligne, on cherche. On vous oublie pas. Je tiens à remercier Olivier Dumortier, qui est notre geek de la SMD. Il faut savoir qu'Olivier... c'est notre disjockey ce soir. Ce soir, Olivier Dumortier est un fantastique d'informatique. C'est un excellent praticien que j'admire et que je respecte. Et qui manie le clavier de manière exceptionnelle. Donc, c'est lui qui est derrière les manettes ce soir et qui vous permet d'assister à cette conférence. Donc, Olivier, je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci. J'essaye de trouver Patrick parmi les 469 participants. Alors, est-ce que je pense qu'il peut activer son micro lui-même ou pas? Voilà, normalement, c'est bon. Patrick, tu as la parole. Patrick. Il n'est plus là. Bon, alors. Hier, on ne t'entend pas, tu as enlevé ton micro. Ouais. Pardon, excuse-moi, parce que j'avais Patrick qui essaie de me joindre sur le téléphone. Un des participants demandait à avoir le PowerPoint à disposition. Le PowerPoint à disposition, absolument. Je pense que je vais l'envoyer à Olivier, il pourra le donner à qui il veut. Ou bien le mettre en ligne sur le site de la SMD. On va le mettre en ligne, très bien. Disponible sur le Facebook de la SMD également, je pense. J'ai fait l'enregistrement de la conférence. Il y aura la conférence en ligne sur le site de la SMD sur Facebook et nous mettrons le PowerPoint, si vous désirez, le PowerPoint aussi. Alors, est-ce qu'on n'a pas en ligne? Alors, ou bien Michel, hein? Quelqu'un qui puisse nous donner quelques infos sur le nouveau code Dynami. J'ai pas trouvé Michel. Alors, Patrick. Voilà, Patrick. Ah, c'est Patrick qui m'appelle. Salut Patrick. Ah oui, il m'appelait aussi, mais...
Ah non, Patrick est là, mais n'arrive pas à se connecter, c'est ça le problème. Et on ne l'entend pas. Il nous entend, mais il n'arrive pas à parler. Ah ben pour moi tout est bon ici. Hein. Normalement, si tu parles dans ton micro, on t'entend. Non, mais qui transmet la réponse, Marc. Ok, ça marche. Écoute, est-ce que tu peux nous donner l'information concernant le code? Il n'a pas d'information plus que de ce qu'on a donné. Voilà. Donc, ce n'est pas au moniteur, mais ce sera rétroactif par contre. Donc les recommandations, c'est jusqu'à la vaccination alors Marc, jusqu'au moment où on trouve un vaccin. Non, on n'en sait rien. Voilà. Il y a énormément de questions, tant que tu as Patrick en ligne, énormément de questions sur la commande de masque via l'APSIM. L'autre jour, on a pu se connecter ensemble. Il y a mention aussi de propositions de masques FFP2 sur Facebook à 50 € la pièce. Là, je fais quand même attention. Ça sent l'arnaque très, très, très fort. Ouais. Aussi, Marc, il y avait une question pour les poubelles. Mais bon, je pense que ça, tout le monde devrait être équipé. Alors, Pierre, juste une seconde. Olivier, Patrick me dit que son micro, il ne s'est pas développé. Ben, moi, j'ai fait comme d'habitude et donc non. Non, c'est pas grave, Patrick. Écoute-nous et puis envoie les réponses par chat. Envoie la réponse à Pierre. Tu envoies la réponse. Non, à Olivier, parce que moi, je suis pas. J'ai plein de questions. Donc moi, c'est bon, il a la parole ici, mais bon. Alors envoie-moi les réponses à moi, Ouais. à Marc. Tu sais choisir à qui tu les envoies, ok? Merci, Patrick. Il faut. Marc, j'ai une question sur les poubelles médicales. Oui. Mais bon, donc en fait, apparemment, ben, c'est comme ce sont des produits souillés, contaminés, on est supposé donc les jeter dans des poubelles médicales. Et il existe des services de ramassage de poubelles médicales, comme vous avez des services qui ramassent vos aiguilles. C'est ça, c'est dans ces firmes ramasseront tous les déchets. En tout cas, moi, j'ai un abonnement annuel avec une maison de Louvain qui s'appelle, je sais, j'ai pas le nom en tête comme ça, mais ils viennent 2 fois par an, ils enlèvent tous les déchets. Donc, exact. Je suppose que là, ils auront un peu plus de travail, mais ils les prendront. Ils les prendront. Donc là, j'ai mis MediClean comme ça parce que c'est ceux que je connais, mais il y en a d'autres. Donc, ce sont des sociétés d'enlèvement de matériel médical. Alors, quelqu'un a dit qu'une pharmacienne lui a confirmé que tous les détols ne sont pas équivalents et qu'il faut bien regarder la concentration avant d'acheter un produit désinfectant. C'est possible. Ça, c'est bien possible. Quelqu'un demande où peut-on acheter le NocoSpray, le système qui désinfecte en 20 minutes l'ambiance. En tout cas, chez DPI. Après, il y en a peut-être d'autres. DPI vend ça. Oui. 2650 €. Ouais. Il y a des gens qui veulent revoir l'organigramme décisionnel, mais ça, on va le laisser en ligne. Mm. Il y a des gens qui sont fans de Kenton qui attendent avec grande impatience. Ah ben, on va faire un test avec Kenton. Il y a un tout grand merci à Marc. Voilà. C'était un plaisir. Je me suis Donc, on informé. a beaucoup de questions, énormément de questions sur la commande AppSim. Je ne sais pas si D'après Patrick Bogart, il répond une chose ici. Il me dit que d'après John Hopkins, la Listerine serait efficace aussi, mais la Listerine avec alcool, j'imagine. Pour la désinfection buccale. Oui. Ça, c'est une bonne chose, oui. Et alors, donc, ici, j'ai une question de Philippe Marchal, je pense, qui me dit quid des milliers de praticiens solo sans assistante, le travail est-il possible? Point d'interrogation. Ça, c'est vrai que c'est une question qui est très pertinente et qui n'est pas facile. La réponse n'est pas simple. Parce que c'est sûr que maintenant, on doit vraiment appliquer un protocole très compliqué, très strict. Si on travaille en équipe et que l'équipe fonctionne bien, ça marche, mais si on est tout seul, ça ne doit pas être évident. Et le fait d'être en équipe, on se corrige l'un à l'autre. Si on est tout seul,
si on doit avoir accès au matériel, etc., c'est vachement compliqué. Ou alors, il faut être super bien organisé, tout préparer à l'avance, être sûr de son coup avant que le patient rentre dans le cabinet. Mais Absolument. Maintenant, c'est vrai qu'avoir compliqué. une ou deux assistantes pour faire 2 urgences dans la journée, c'est financièrement absolument un suicide. Maintenant, si ça va durer que 2-3 semaines, on peut peut-être le faire, mais après, c'est juste pas possible. Mais c'est sûr que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se permettre beaucoup de compromis dans un protocole de désinfection et de décontamination. Exact. Alors, Patrick me dit que pour le code de consultation téléphonique, il faut attendre l'apparition au moniteur. Oui, ça oui. Mais Il faut remplir un formulaire fourni sur le Dental Info qui a été envoyé hier. Oui. Et donc, on me demande pour combien de temps sous ces mesures, jusqu'au confinement ou et après, en tout cas jusqu'au confinement. C'est pour ça que j'ai mis les recommandations pendant la période de confinement. Et après, ce sera en notre âme et conscience, chacun, de voir comment on risque d'infecter ou pas nos patients. Et il faut, j'imagine, s'il n'y a pas de législation qui se met en place, on devra trouver des solutions. alors, j'ai une question pour les porteurs de lunettes avec aide optique. C'est vrai que ça, c'est pour trouver un écran, c'est pas facile, mais c'est possible. Et j'ai vu tout à l'heure sur un de mes contacts que l'ULB était en train de produire des visières assez bien foutues, qui descendent qui couvrent très bien la face et à mon avis qui pourraient passer au-dessus des aides optiques. Moi, personnellement, j'ai un système qui passe au-dessus, mais que j'ai déjà depuis très longtemps, je ne sais plus où je l'ai acquis. En tout cas, ça existe, il faut un peu chercher. Je pense que si Didier Eken a toujours la proposition en tête, on pourrait la mettre sur le site de la SND aussi. C'est un labo du LB qui via une imprimante 3D, fait des visières complètes pour le visage. Quelqu'un nous dit que les masques chirurgicaux sont lavables à 60 degrés. Là, je ne sais pas. Moi, je suis très étonné parce que je pense qu'une fois qu'un masque chirurgical est employé, qu'il a perdu toute sa structure, etc., je ne sais pas si c'est toujours filtrant. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose, tu peux répondre quelque chose là-dessus, Marc? Moi, personnellement, je ne les lave pas les masques chirurgicaux, je les jette. Donc, les masques chirurgicaux. Hein. J'ai aucune. Pas les masques FFP2. Les FFP2, ça, apparemment, on peut, comme tu disais tantôt, on peut les stériliser au four à sec. Hein. Mais les masques chirurgicaux, jusqu'à maintenant, je les ai toujours jetés. Maintenant, est-ce qu'on est en pénurie? Je ne pense pas. De masques chirurgicaux. Ça commence à rentrer. Il y avait une petite pénurie Oui. il y a 15 jours, mais ça commence à rentrer. S'il y a une crise et qu'il n'y en a vraiment pas d'accessible, mais ça m'étonnerait, il faudra peut-être envisager de trouver des solutions, éventuellement les nettoyer, mais ça me fait plus penser à ceux qui nettoient aussi leur coton, peut-être, à l'hiver. Ah, oui. Alors, on me demande aussi si les blouses jetables sont difficiles à obtenir. Bon, moi, j'en ai commandé encore début de semaine, je ne l'ai pas reçu. J'ai pu en commander quelques-unes cet après-midi que j'aurai lundi, mais on les obtient au compte-gouttes. Hein. C'est très, très difficile. C'est encore difficile. J'imagine que ça viendra bientôt, mais pour l'instant, c'est de l'ordre du goutte à goutte. Oui. Je pense que l'objectif pour l'instant, c'est d'essayer de concentrer les urgences dans la journée, en prendre une le matin, une l'après-midi, et de diminuer et d'être économe au niveau de l'emploi du matériel. Si on n'arrive pas à en avoir, dès qu'on en aura en conséquence et en abondance, le problème sera déjà moindre. Là maintenant, quand il y a des restrictions sur le matériel, il faut faire attention. Alors ici, j'ai un commentaire de quelqu'un qui me dit que je pense que ça doit être correct. La codéine peut avoir un effet dépresseur sur la respiration. Donc, c'est possible. C'est peut-être pas tellement recommandé. Enfin bon, moi bon, et quelqu'un d'autre dit c'est un inhibiteur de la toux. Alors, moi personnellement, je donnerais du paracétamol simple. Ça me paraît peut-être plus sécuritaire. Dans le doute, il faut s'abstenir. Personnellement, je ne connais pas la réponse, donc je m'abstiens, mais c'est vrai que sinon, du dafalgan pur, ben oui.
Il y avait une question aussi sur des tests pour les dentistes, se faire tester. Oui, mais là, c'est pas encore disponible, malheureusement, que je sache. Ce serait bien d'imposer. Il y a de l'info, il pourrait nous dire, mais se faire tester, c'est très bien, mais si ton patient, tu ne sais pas, et tu peux être contaminé aussi bien. Donc, ce qu'il faut, c'est que et le patient et le dentiste soient testés pour être sûr de pouvoir faire un soin dans le temps. et puis être testé régulièrement. Et puis, il y a des faux négatifs et des faux positifs, et on est un peu mal barre avec ça pour l'instant. Alors, il y a beaucoup de questions sur l'après. Comment va-t-on réouvrir un cabinet? Comment on va se réorganiser, etc. Là, les gens demandent est-ce que c'est utile de faire des stocks de matériel de protection pour recommencer à travailler après le déconfinement? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a la continuation du Covid-19 ou pas, est-ce qu'il sera toujours là? Si oui, ben, il faudra prendre des précautions particulières. Mais il y a un autre abord de cette question qui est la confiance des patients vis-à-vis des dentistes. Et ça, c'est notre rôle de communiquer, comme quoi nous prenons des précautions, comme quoi nous protégeons nos patients, comme quoi nous désinfectons, comme quoi nous stérilisons. Il va falloir qu'on fasse le même genre de campagne qu'on a fait dans les années 80 avec le sida pour que les patients aient confiance et reviennent nous voir. Il faut savoir que toi et moi, ça fait 35-40 ans qu'on travaille. Oui. J'ai en moyenne 100 à 120 coups de téléphone au cabinet. J'ai 120 appels par jour entre et nous. Pour l'instant, on en a un et ce n'est même pas des urgences. Donc, ça veut dire que les gens, ben, ils ont compris qu'il ne faut pas aller chez le dentiste. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Par contre, je vais terminer. Je pense encore une chose, c'est qu'au plus long sera le confinement, au plus on aura d'urgence. Parce que pour l'instant, les gens tiennent probablement. Et au bout d'un mois, 2 mois, ceux qui ont une carie qui avait commencé et qui est presque en pulpite et qui va s'avérer en pulpite, ben, ça va arriver. Donc, on va se retrouver à un moment avec une foulitude d'urgence parce qu'on aura attendu trop longtemps. Donc, voilà, c'est une question qui a plusieurs réponses. Il faudra communiquer pour sensibiliser la population et leur rendre confiance dans les cabinets dentaires parce qu'on va mettre en place toute une série de mesures de protection et de désinfection et de stérilisation. Ça, c'est mon avis. Sinon, on va avoir du mal. Comme tu disais, il y aura un après Covid-19 et je pense que les protocoles qu'on va mettre en place au niveau du cabinet vont être sans doute plus élaborés et qu'on va devoir vraisemblablement s'équiper différemment et travailler différemment. Absolument. Au début de la reprise. Absolument. Donc, c'est une bonne question. Nous n'avons pas la réponse, mais on va y travailler. On va y travailler. On va probablement créer une commission pour essayer de voir un peu comment ça va se passer tout ça et essayer de communiquer au mieux envers la population, en tout cas. Alors, il y avait aussi une question par rapport au masque et à sur les lunettes. Là, moi, je peux peut-être répondre. Hein. Enfin, mon expérience personnelle, c'est quand vous mettez un masque, il faut vraiment, par rapport aux lunettes, vous devez vraiment vous assurer que la partie métallique ici soit vraiment bien préformée sur votre nez. Et si vous avez trop de buée, ben, en 30 secondes, en principe, ça s'en va. Mais si vous voulez vraiment éviter la buée pendant le traitement, vous mettez un sparadrap, vous scotchez la zone supérieure ici. Et là, franchement, vous êtes bien protégé par rapport à la buée sur les lunettes. C'est une petite préparation en plus, mais si vous travaillez tout le temps avec le masque, c'est performant. Alors, c'est la question d'une orthodontiste ici dont le cabinet est fermé parce qu'elle n'a pas de matériel de protection, mais et beaucoup d'urgences du téléphone. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les urgences orthodontiques? Là, j'imagine que les cabinets du Sud, donc ces cabinets qu'on appelle du Sud pour services d'urgence Covid-19, on les met sur pied pour ça. Donc, pour assurer vos urgences, si vous pensez ne pas pouvoir les assurer de par votre infrastructure, et donc si vous décidez donc de fermer vos cabinets, envoyez vos patients dans ces cabinets. Ils sont équipés, ils prennent le risque de travailler. Je crois qu'il faut les soutenir parce qu'ils font que des urgences. Donc,
je pense qu'il faut leur envoyer des urgences orthodontiques. Si c'est une vraie urgence orthodontique, un fil qui casse, un fil qui coupe, si le patient ne peut pas le faire lui-même, envoyez-les au cabinet d'urgence. Ils sont là pour ça, je pense. C'est une tournante, je pense, entre plusieurs cabinets. Et si vous êtes apte à prendre des urgences, inscrivez-vous dans le service d'urgence. Le tout, c'est de savoir même si une urgence orthodontique est une urgence avérée. Hein. Alors, l'urgence orthodontique, si elle ne, C'est tout un débat. si elle ne génère pas du tout d'aérosol, genre couper un fil et enlever un élastique, un bracket qui coupe, je pense que ça peut se faire, c'est une urgence, le patient ne peut pas se nourrir, ça va lui couper la joue en permanence. Oui, c'est une urgence, mais comme elle ne crée pas d'aérosol, c'est très simple à faire. Je veux dire, ça ne demande pas l'infrastructure qu'on vient de décrire. Non, et est-ce qu'il faut pour ça encombrer les vrais cabinets d'urgence avec ça? Non, mais l'orthodontiste peut assurer sa propre urgence pour ça, hein, je veux dire. Je pense qu'il faut quand même mettre l'église au milieu du village et savoir, en prenant beaucoup de précautions. Enfin, je ne sais pas, cette personne dit qu'elle n'a aucun matériel de protection. Voilà, si elle n'a aucun masque ni quoi que ce soit, évidemment, c'est très gênant. Mais donc, j'ai été assez clair. J'ai été clair que si on ne génère pas d'aérosol, le masque chirurgical devrait suffire à condition de rester à distance et de ne pas s'approcher trop. L'urgence orthodontique, c'est je coupe un fil, j'enlève un élastique, point. Hein. C'est pas je commence à remettre tout un appareil, multibag et tout le bazar. Donc, le risque est très faible. Sans prendre de turbine non plus, je veux dire. Simplement, tu prends une pince coupante et il n'y a pas de risque. Sinon, il y a toujours le recours possible à la cire orthodontique, je pense. À la cire orthodontique, éventuellement. Alors, j'ai une question encore sur le code téléphone. Comment se faire payer? Là, d'après ce que j'ai pu comprendre, je ne sais pas si Olivier ou toi, Marc, vous pouvez confirmer, alors, ça sera strictement du tiers payant. Oui, ça, c'est à toi de choisir avec les patients que tu auras au téléphone. Je pense qu'on est libre de... D'après les infos que j'ai lues ou reçues, je pense que ça ne fonctionnera qu'en tiers payant. Mais là, il faudrait demander, enfin, on verra quand le texte paraîtra au moniteur, mais c'est J'ai une confirmation comme quoi la codéine est proscrite. Donc, apparemment, il y a un patient qui est sous traitement, on ne peut pas lui donner de codéine. Alors, en ce qui concerne ce que tu viens de dire, Pierre, donc, rappelle-moi. Pierre? Oui. De quoi parlais-tu là, juste maintenant? Le code de consultation. Ah oui, le code de consultation, oui, il faut soit par virement, soit élaborer un système de paiement en ligne, ça existe. Tu ne payes pas les hautes, c'est un peu complexe. Je crois que ça ne sera, à mon avis, ça ne sera permis que en tiers payant, parce que comment veux-tu envoyer le document à la mutuelle? Tu n'as pas de contact avec le patient. Non. Donc, sauf si tu es sur e-attest, mais je ne sais pas. Je pense que tout ça, on va être, on aura plus d'informations dans quelques jours. Je suis certain que dès qu'on l'a, Michel et Patrick la mettront en ligne, ça c'est une certitude. Donc, l'information, dès qu'on l'a, on la postera, ça c'est clair et certain, et on l'expliquera. On voit un peu comment on fonctionne. Je vais donner la parole à Olivier Clusters. Voir l'information au jour le jour. Hein. Si ça veut bien. Allô? Oui, Olivier. Oui. Le nouveau code pour les consultations téléphoniques, c'est effectivement uniquement en tiers payant. Okay. Oui, ça paraît logique, hein, sinon ça sera ingérable. Oui, donc c'est les mutuelles qui remboursent directement alors. Oui. Tu dois envoyer ton code à la mutuelle et ça. mais tu dois garder des pièces de justification dans ton dossier. Hein, Oui. Dans le dossier, il faut le petit document qu'on a édité là, pour la consultation téléphonique. Alors, une question pour les participants de la semaine prochaine. On me demande si ceux qui ont participé aujourd'hui sont inscrits d'office la semaine prochaine. Là, je dois dire que non. Et que, en principe, la semaine prochaine, ça sera strictement réservé aux membres, aux membres en règle de cotisation de la SNT. Donc, si vous n'êtes pas en règle, c'est peut-être le moment d'ajuster et pouvoir participer au séminaire d'hypnose, d'auto-hypnose de Kenton.
pense Alors, que ça sera aussi un événement super intéressant et super utile pour tous, indépendamment du cabinet, etc. Dans la vie de tous les jours, l'auto-hypnose que Kenton propose, c'est un outil tellement performant. Enfin, moi, je l'utilise très régulièrement et je vous garantis que c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Pierre, je te laisse clôturer alors la soirée. Ce sera mis en ligne dans les jours prochains. Ok. Ouais. Voilà, ben, je pense qu'il y a encore quelques questions, mais elles sont innombrables et malheureusement, on va Donc, j'ai une confirmation qu'il faut proscrire la codéine parce que ça fait les mêmes effets que la morphine. Et donc, voilà, c'est Virginie Vraud qui nous dit cela. Et c'est dans un cours de d'hygiénisme bucco-dentaire à l'Université de Bruxelles. Mais en tous les cas, voilà, j'ai encore un commentaire ici, un dernier commentaire d'un praticien qui, voilà, moi je travaille seul, je prends un patient par demi-jour, j'essaie de me débrouiller pour soulager les services d'urgence. Oui, tout ce qu'on peut faire, tant qu'on le fait de façon très, très, très sécuritaire et qu'on est conscient qu'on peut être, nous, un vecteur et le patient un vecteur, et qu'on prend un maximum de précautions et qu'on fait en sorte que cette épidémie de coronavirus ne prenne pas une ampleur terrible, ben oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'on doit montrer l'exemple vis-à-vis de la population aussi. Si les gens comprennent qu'on prend énormément de précautions et qu'on fait strictement attention à ne pas contaminer, ben, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et on peut être, comme disait Renoir dans sa vidéo, on doit être des ambassadeurs de la prévention contre le Covid-19. C'est clair. Je pense que la façon dont nous on gère, ça permettra aux gens de comprendre ce qui se passe aussi. Absolument, Pierre. Alors il y a C'est beaucoup notre rôle. d'effectivement, enfin vraiment, voilà. Voilà, merci à toutes et à tous. Voilà, on a un petit peu dépassé le timing, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens en ligne, donc c'est que c'est intéressant, c'est que la discussion est intéressante. Olivier, combien étions-nous? Rendez-vous la semaine prochaine, donc avec l'induction en auto-hypnose de Kenton, le 9 à 18 heures. N'oubliez pas de vous inscrire via le site de la SND. On vous souhaite une bonne soirée. On était très content d'être avec tout le monde ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez la gentillesse de répondre au petit sondage en quittant l'application, ça nous ferait bien plaisir. Olivier, merci. Marc, un tout grand merci. Tu as fait un super boulot. Merci à vous. Je sais que tu as potassé énormément pour tout ça. Et bon, bah, moi, je te remercie énormément. Avec plaisir, on est là pour ça. Olivier, tu pourras envoyer le PowerPoint et le film qu'on fera aux participants. Ok, je mets ça en ligne, pas de souci. Je vous embrasse. À bientôt. Marc, merci beaucoup. Bonsoir à tous. À la semaine prochaine. Merci. Salut.